Alors, sans plus tarder, Éric Simard est docteur en biologie et chercheur dans le domaine du vieillissement. Il est détenteur d'un doctorat en biologie de l'INRS Institut Armand-Frappier 2008. Éric Simard est originaire d'un petit village du Lac-Saint-Jean et d'une famille très modeste. Son père ayant été gravement malade alors qu'il était encore adolescent, il s'est promis de faire une différence en santé humaine, particulièrement par la prévention. C'est ainsi qu'il décida en 2013 d'amorcer de nouveaux travaux de recherche sur le vieillissement humain. Scientifique de formation, il a toujours été particulièrement intéressé par l'environnement et la santé humaine. Président d'Indon Technologies, entreprise spécialisée dans le domaine du vieillissement et qui commercialise la gamme Vitoli depuis 2013. Nommé par le Conseil des ministres sur la Commission de l'éthique en sciences et technologies 2017 et président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative depuis 2020. Alors, sans plus tarder, pour nous guider vers une meilleure qualité de vie et vers un vieillissement actif et en santé, voici le docteur Éric Simard. Alors, Monsieur Simard, c'est à vous la parole. Bienvenue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon matin à tous. Écoutez, c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, justement, pour parler du domaine du vieillissement et surtout de la longévité en santé. Vous allez voir, je vais avoir l'occasion de vous donner des conseils pratiques sur l'ensemble des facettes reliées, entre autres, aux saines habitudes de vie, beaucoup basées sur ce que font les gens des populations centenaires pour garder leur capacité beaucoup plus longtemps. Et comme on vous l'a mentionné, comme Mme Germain vous l'a mentionné, je vais être disponible à la fin pour répondre à vos questions. Donc, même durant la conférence, si vous vient des questions à l'esprit, prenez-les en note dans la boîte à discussion ou dans la boîte à questions pour ne pas les oublier. Puis à la fin, on va essayer de répondre en fait au plus grand nombre de questions possibles. Fait que sans plus tarder, je vais vous partager mon écran pour me permettre d'utiliser ma présentation PowerPoint. Donc, attendez-moi un instant. Ici. Donc, agir sur le vieillissement de la théorie à la pratique. Vous voyez ici une image, en fait, d'un texte que j'ai écrit dans la revue Vitalité Québec. Là. Je suis l'expert sur la longévité en santé pour différents médias. J'ai une chronique à la radio aussi, j'écris dans différentes revues. Ceci dit, vous avez vu tout à l'heure un peu mon parcours, ça fait que je ne vais pas tout le répéter. J'ai été aussi le président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada pendant plus de 10 ans. Je suis à l'origine de découvertes importantes dans le domaine du vieillissement primaire. Je suis l'auteur de 4 livres aussi, comme ça a été mentionné. Donc, aujourd'hui, la conférence d'aujourd'hui va être séparée en 3 grandes sections. Au début, je vais vous parler de la biologie de la longévité en santé. Je vais même vous présenter des résultats de recherche des travaux qu'on a menés avec l'Université Concordia, entre autres dans la section Agir sur le vieillissement. Et je vais terminer avec les 10 commandements de la longévité. Vous allez voir, c'est tiré de mon 2e livre que j'ai écrit avec un médecin de famille, Dr. Jacques Lambert. Donc, avant tout, quand on parle de longévité à santé, on parle de quoi exactement? Ce que vous voyez ici, le triangle bleu, c'est la période durant laquelle on est affecté des maladies associées au vieillissement durant, en fait, une vie normale, si vous voulez. Ce qu'on a beaucoup tendance à faire actuellement, c'est tout simplement de rallonger, d'augmenter la longévité, mais d'avoir toujours le même genre de période très longue durant lesquelles on est affecté par les maladies associées au vieillissement. Il y a beaucoup d'intérêt de porter, bien sûr, à réussir à réduire la période en question durant laquelle on est affecté des maladies associées au vieillissement. Quand je parle d'être affecté, c'est qu'on est suffisamment impacté pour réduire notre capacité à profiter de la vie de tous les jours. Autrement dit, comme par exemple, réduire suffisamment nos capacités pour nous empêcher de voyager à l'étranger. Et ce qui est intéressant, puis vous allez voir, je vais le reprendre en fait tout à l'heure, plus tard, c'est que les auteurs de l'étude en question que je vous présente là, en fait, là, qui est Kennedy et Penny Parker en 2014, avaient souligné le fait qu'en recherche, on n'avait pas encore réussi à démontrer qu'on serait en mesure chez l'humain, on l'a fait chez l'animal, mais il disait qu'en recherche chez l'humain, on n'avait pas encore été en mesure de démontrer qu'on serait capable de réduire au maximum la période de temps durant laquelle on est affecté des maladies associées au vieillissement, dans le but d'avoir une longévité en santé beaucoup plus importante, puis d'être malade moins longtemps finalement en fin de vie. Et vous allez voir tout à l'heure que ce n'est pas vrai. Chez l'humain, on a déjà la démonstration que c'est possible de faire ça, en fait, comme la bande que vous voyez en orange au bas. Et je vais y revenir tout à l'heure, vous allez voir, je vais vous donner un exemple.
Maintenant, la question des théories du vieillissement en tant que tel, parce que c'est quand même fort intéressant toujours de se demander pourquoi on vieillit et de savoir, entre autres, que la science a fait un pas vraiment considérable au cours des dernières années. Je ne vous ai pas ramené ici toutes les théories associées au vieillissement parce qu'on a actuellement environ 300 théories associées au vieillissement qui ont été élaborées au fil des années là, pour expliquer, essayer tant bien que mal d'expliquer en fait les processus. Et donc, je vais juste vous parler rapidement probablement des deux qui ont été les plus discutés, qui sont l'oxydation systémique, entre autres, et la question des télomères. Donc, l'oxydation, si vous voulez, c'est un peu comme la rouille de la vie, en fait, la rouille du monde vivant, tout simplement. C'est des molécules qui sont produites par la production énergétique qui vont dégrader malheureusement nos protéines, les lipides et rendre les cellules moins fonctionnelles. On a longtemps pensé que le vieillissement était causé par l'oxydation, de la même façon qu'une voiture va rouiller, en fait, hein, qu'elle allait éventuellement causer, en fait, la mort, les maladies associées au vieillissement. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte d'un point de vue biologique qu'il n'y avait pas de corrélation entre l'oxydation des protéines ou des lipides et la longévité entre les espèces vivantes de façon générale. Et vous voyez ici des organismes qui sont connus pour vivre très, très longtemps. Ça serait très difficile d'expliquer pourquoi ces organismes-là, en fait, ne sont pas affectés de la même façon par la production de molécules oxydantes qui sont produites par leur propre métabolisme. Donc, on a des bivalves, deux coquilles, ce que vous voyez à gauche, en haut, qui vivent plus de 500 ans. C'est des organismes vivants, en fait. La grande baleine boréale qui va vivre jusqu'à 200 ans. En fait, la grande baleine boréale, là, il y a déjà des spécimens de 90 ans qui ont été observés, qui est encore en mesure de se reproduire. On peut vous imaginer un peu qu'est-ce que ça représente. Les tortues, en fait, on a des lézards des tortues qui sont connus pour vivre de 150 à 200 ans. Les récifs de coraux vont vivre plus de 400 ans. Le petit organisme que vous voyez au milieu, en fait, là, c'est une méduse de la mer des Caraïbes qui est capable de rajeunir pour revenir à la période de reproduction. Donc, techniquement, ça n'a pas d'âge en tant que tel. Donc, d'un point de vue biologique, le vieillissement ne fait pas de sens. Il n'y avait pas vraiment de sens d'avoir, il n'y a pas une raison en tant que telle d'un point de vue biologique de vieillir qui expliquerait une certaine adaptation évolutive. C'est pas ça. Donc, ce qui est intéressant, en fait, de souligner en passant, c'est que la meilleure corrélation qu'on a avec la longévité des organismes vivants, c'est la taille en tant que telle. Donc, le graphique que vous voyez à gauche, c'est la taille, en fait, des animaux versus la longévité. On est capable de tracer une droite, si vous voulez, en fait. Là. Donc, plus les animaux sont gros, plus ils vivent longtemps, tout simplement. Sauf qu'il y a quelques exceptions à ça, dont le petit groupe vert que vous voyez en haut à gauche. Je vais y revenir tout à l'heure, vous allez voir. En fait, là, ça, c'est des chauves-souris, en grande partie, certains types de rongeurs. Et en fait, l'humain, vous voyez que l'humain aussi est au-dessus de la courbe. Donc, on vit plus longtemps que des animaux normaux de notre taille en tant que tel. Et en fait, c'est relié carrément à la vitesse de vieillissement qui, elle, dépend de notre vitesse de développement. Donc, plus on se développe rapidement, plus on vieillit rapidement. Je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est fort intéressant d'un point de vue scientifique et c'est très récent, en fait, aussi, hein, comme observation. On a beaucoup appris en tant que tel sur le vieillissement dû à la restriction calorique. Puis je vais y revenir tout à l'heure, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Ici, c'est juste pour vous mentionner que les animaux en restriction calorique produisaient justement plus d'oxydation que la normale, puis pourtant, ils vivent plus longtemps que la normale. Donc, techniquement, si la théorie de l'oxydation avait tenu la route, ces animaux-là auraient dû vivre moins longtemps, puis ils vivent beaucoup plus longtemps. Donc, je vais y revenir tout à l'heure, puis c'est la même chose pour l'activité physique. L'activité physique va nous faire produire de l'oxydation, mais notre corps va réagir en produisant une plus grande quantité de molécules antioxydantes qui va être supérieure, en fait, à l'effet causé par l'activité physique, ce qui va augmenter nos défenses antioxydantes en tant que telles. Mais techniquement, si le vieillissement était juste expliqué par l'oxydation, les gens qui font beaucoup d'activité physique vieilliraient plus rapidement que la normale, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc, c'est juste pour vous expliquer, dans le fond, que les théories, les hypothèses qu'on avait dans le passé sur le vieillissement ne tenaient pas la route, en fait, et ça a beaucoup changé depuis 2010 environ. Même chose pour les télomères. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Là. Les télomères sont les extrémités des chromosomes. Ce que vous voyez dans l'image en arrière-plan, là, vous avez une extrémité qui est comme rose. L'extrémité des chromosomes, en fait, c'est ce qu'on appelle les télomères. C'est une section très particulière qui va rapetisser au fur et à mesure que les cellules vont se diviser.
et qui a pour objectif, entre autres, d'éviter que les chromosomes soient capables de fusionner entre eux. Donc, sans rentrer dans le détail, ça rapetisse en vieillissant et quand les chromosomes sont trop courts, la cellule va tout simplement mourir, en fait, provoquer sa mort, en fait, pour être remplacée. Le problème, c'est que, en fait, en vieillissant, on vient qu'on remplace de moins en moins les cellules qui sont endommagées. Donc, les télomères ont quand même un rôle important à jouer dans la longévité. C'est juste qu'on s'est rendu compte que, en fait, la longueur des télomères dépend de l'état de santé de la cellule. C'est un indicateur en tant que tel de l'état de santé de la cellule. Plus vous êtes en santé, plus vos habitudes de vie sont saines, plus les télomères vont être longs en tant que tel. Donc, c'est un peu comme une montre, en fait. C'est un indicateur quand même assez précis de l'état de santé. Donc, l'activité physique va les rallonger, le stress va les raccourcir, la mauvaise alimentation va les raccourcir aussi. Ils vont raccourcir en vieillissant, de facto. Les cellules meurent, donc s'ils sont trop courts, comme je l'ai mentionné. Les rallonger risque d'augmenter, va augmenter les risques de cancer. Il faut comprendre, dans le fond, que c'est un indicateur de la durée de vie utile d'une cellule. Donc, si jamais le télomère il devient court, ce que ça veut dire, c'est que la cellule doit être détruite parce qu'elle risque de se dérégler, entre autres, puis causer un cancer en tant que tel. Donc, si jamais les télomères restent longs, malgré le fait que la cellule est endommagée, on risque d'augmenter justement les nombres de cancers, en fait, l'incidence du cancer. Et ça a été démontré en tant que tel chez l'humain. Il y a des gens qui vont vivre avec des télomères beaucoup plus longs que la normale et que malheureusement, le système va être déficient et ces gens-là vont avoir des niveaux de cancer beaucoup plus élevés aussi que la normale. Donc, la raison pour laquelle je vous l'explique, c'est qu'en biologie, on a longtemps pensé qu'une des solutions pour rester en vie plus longtemps, pour améliorer la longévité, ce serait de rallonger les télomères. Vous comprenez finalement qu'aujourd'hui, on sait que ce n'est pas une solution. Parce que si on rallonge les télomères, on va augmenter l'incidence du cancer. Donc, c'est juste pour vous dire encore là que la question des télomères n'est pas non plus, c'est pas non plus une théorie, en fait, qui permet d'expliquer pourquoi on vieillit en tant que tel et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la longévité en santé. Ce qui nous a appris le plus de choses au niveau du vieillissement, c'est la restriction, c'est ce qu'on appelle la restriction calorique. Et étonnamment, c'est une observation en biologie qui a été faite en 1935 par Clive McKay, c'est un Américain. Et on a mal interprété les données de son observation pendant 65 ans. Donc, ça arrive en science des fois qu'on a une explication qu'on trouve qui est élégante, puis malheureusement, on est dans le champ, en bon français. Ici, c'est un cas, en fait, là. Et je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Il a souligné, en fait, l'énoncé que vous avez là, c'est directement ses paroles à l'époque. Il y a un potentiel intéressant à développer des aliments faibles en calories, mais très nutritifs, qui pourraient augmenter l'espérance de vie. Comprenez bien, là, c'est un scientifique qui a mentionné ça en 1935. Aujourd'hui, la majorité de nos maladies chroniques sont causées exactement par le contraire. Parce qu'on fait des aliments qui sont très peu nutritifs, mais très riches en calories. Tout ce qu'on appelle le fast-food, en fait, toute la mauvaise alimentation, toute l'alimentation trop riche en glucides, va causer justement beaucoup de maladies, en fait, beaucoup de maladies chroniques. Donc, on savait déjà en 1935 qu'on devait orienter l'alimentation humaine vers une alimentation faible en calories, mais très riche en éléments nutritifs. Et l'observation que lui avait faite à l'époque, c'était que 30 quand on réduit de 30 l'apport en calories, sans causer de carence nutritive, on va augmenter d'environ 40 la longévité chez les rongeurs. Ça permet de réduire ce qu'on appelle le vieillissement primaire, qui est la poussée de l'organisme à vieillir. Je vais y revenir, je vais vous expliquer en fait pourquoi. Je vais juste vous donner quelques exemples. Je vous ai montré tout à l'heure le tableau. Ici, l'image que vous avez là est tirée de mon premier livre en passant. C'était en fait mon livre jeune plus longtemps, en fait, mon livre mon premier livre qui parle du vieillissement, là, qui est un best-seller en passant. Donc, je reprenais chez les différents organismes vivants des exemples de l'augmentation de la durée de vie qui est causée par la restriction calorique. Chez les organismes unicellulaires, comme les levures, on a une augmentation de 150 Chez les nématodes, ce qui fait en fait qu'on a, c'est 50 plus longtemps, si vous voulez. Les nématodes, une augmentation de 50 à 150 La drosophile a une augmentation de 100 autrement dit, elle vit 2 fois plus longtemps. La souris, de 30 à 50 Les singes rhésus, ça a été démontré en fait par des études américaines. On a une augmentation de 15 à 23 de la longévité. Ça fait que si on extrapole finalement à l'espèce humaine, on aurait un impact. L'impact est confirmé, mais on n'a pas la donnée exacte en fait sur l'espérance de vie, ce que ça donnera au bout de la ligne. Mais c'est un impact possible de 13 à 20 ans de plus au niveau de la longévité.
Donc, et je vais y revenir tantôt parce que vous allez voir, je vais montrer des données de l'alimentation des centenaires à Okinawa. Et techniquement, les centenaires à Okinawa font une forme de restriction calorique. Vous avez ici une image des lémures. C'est pour vous permettre d'avoir une idée visuelle. Si vous regardez les lémures, ça a été publié en 2018. Là, à droite, c'est des lémures qui ont fait de la restriction calorique. On voit que les animaux sont beaucoup plus beaux que celui-là de gauche, en fait, qui, lui, a fait une diète normale. C'est des animaux âgés, en fait, qui ont la même âge. Et regardez bien qu'est-ce que ça fait quand on regarde du côté des macaques japonais, le singe rhésus. Lui, de droite, encore là, c'est un singe qui a fait de la restriction calorique. Ils ont la même âge, là. Et regardez celui-là de gauche, qui, lui, a une alimentation normale. Vous voyez la différence que ça fait, en fait? C'est tout l'ensemble de l'organisme qui est en meilleure fonction, tout simplement, quand on fait de la restriction calorique. Ça a été démontré chez l'humain aussi. C'est des travaux, entre autres, qui ont été publiés par Luigi Fontana, qui est un médecin australien en 2010. Vous avez le monsieur ici qui, avant la restriction calorique, 180 livres, vous avez ses paramètres physiologiques. Vous avez le même monsieur à droite 7 ans plus tard. Techniquement, on aurait tendance à penser même qu'il a rajeuni. En fait, l'image de droite est plus jeune que celle-là de gauche, là. Mais c'est un monsieur qui a 7 ans de plus en tant que tel. Et quand on regarde ses paramètres physiologiques, en fait, tous les paramètres ont régressé comme s'il avait rajeuni. Sa pression artérielle s'est améliorée, la gestion du glucose, le cholestérol sanguin. Donc, ça a vraiment un très, très gros impact en santé humaine. Tout ceci, en fait, si on regarde les impacts, dans le fond, si vous voulez une belle énumération, on parle d'une réduction de l'inflammation, une meilleure gestion du glucose, la réduction de la adiposité, la diminution des risques de cancer, la préservation de la fonction des cellules souches, l'amélioration du métabolisme des mitochondries, nos usines énergétiques, la réduction de la perte de masse musculaire, la préservation de la structure des fonctions cognitives, la réduction des risques de maladies cardiovasculaires. Pas dur, en fait, on a un impact sur à peu près toutes les fonctions du corps humain. Ce qui est fort intéressant, c'est que ça a été conservé durant l'évolution, en fait. Ça fait que tous les organismes vivants répondent à ça parce que c'est les mêmes mécanismes cellulaires qui sont derrière. Ça fait que ça nous a permis, d'un point de vue biologique, là, je ne vais pas passer ça en détail, c'est épouvantable, de mieux comprendre pourquoi, en fait, on vieillit, quels sont les principes derrière qui sont actifs pour essayer de nous permettre d'agir en tant que tel sur le processus. Comme je l'ai dit, on ne le passera pas en détail, c'est juste pour vous souligner, parce qu'ici, vous voyez une publication récente qui soulignait, ça, 2021, c'est juin l'été passé, qui soulignait en fait l'ensemble des protéines impliquées dans le processus de vieillissement. Vous voyez que c'est quand même assez complexe, là. Mais si vous regardez les blocs en bas, AD en anglais, c'est Alzheimer disease. C'est de la prévention de la dégénérescence nerveuse. Le CVD, c'est cardiovasculaire disease. C'est les maladies cardiovasculaires. En fait, donc, c'est des impacts qui sont soulignés de bénéfiques qui vont avoir des impacts justement sur l'ensemble des facettes de la santé humaine. Ceci étant dit, vous comprendrez, je vais y revenir tout à l'heure, on est maintenant en mesure d'étudier finalement les processus beaucoup plus en détail que ce qu'on avait auparavant. Souvent, les gens vont avoir une compréhension que la génétique, en fait, est extrêmement importante. Ben non. Non, puis je vais m'expliquer, moi, vous donner quelques exemples, vous allez comprendre. Quand on parle de génétique, avant tout, juste vous donner en fait un certain niveau de détails pour ceux et celles peut-être qui connaissaient un peu le domaine, là. Quand on parle des liens entre les gènes et la longévité, on appelle ça de la géroscience. Les gens qui vont étudier, je vais vous donner un exemple tout à l'heure de ça, la présence d'une mutation d'un gène, ça c'est de la génétique. Les niveaux d'expression du gène en question, c'est de la transcriptomique. Parce que la génétique, il faut comprendre une chose, c'est comme une grande bibliothèque d'informations. Et ce n'est pas toutes les informations qui vont être lues. Les informations qui vont être lues vont dépendre de nos habitudes de vie. Et c'est ce qu'on appelle en fait l'épigénétique, où là, la régulation des gènes va rentrer en fonction. Comme par exemple, quelqu'un qui fait plus d'activité physique, je vous l'ai montré tout à l'heure, va exprimer beaucoup plus ses gènes de défense contre l'oxydation, va produire plus naturellement d'antioxydants parce que justement, il va stimuler la lecture de ces gènes-là en particulier. Donc, notre génétique dépend beaucoup, en fait, de nos habitudes de vie. Et au bout de la ligne, en fait, l'expression des protéines qu'on appelle la protéomique nous rappelle, dans le fond, qu'on a à peu près 1,5 à 3 de nos gènes qui sont activés rendus à l'âge adulte. Quand on n'est plus en période de croissance, qu'on n'est plus en période de reproduction, il y a juste une petite partie de notre génétique qui est activée, en fait, puis qui est constamment utilisée par rapport à tout le bagage qu'on transporte. Donc, dans un cadre de longévité, en fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que la génétique m'expliquerait que... Ah, attendez une minute, je vais déplacer là.
que 15 à 25 de la longévité humaine. Et ça a été beaucoup démontré, entre autres, je pense que ce qui a frappé le plus, peut-être deux éléments. Là. En 2010, je crois, c'était une mutation qu'on appelait Age1, qui a été dans un verre microscopique, en fait, qui a permis d'augmenter sa longévité de 10 fois. Où là, on s'est dit, wow, la génétique a un impact, des vers microscopiques est capable de vivre 10 fois plus longtemps suite à une modification génétique. On s'est dit, la génétique a un impact phénoménal. C'est que la génétique a un impact, oui, dû à notre vitesse de développement, à la vitesse de croissance, je vais y revenir tout à l'heure, mais quand on regarde, entre autres, d'un point de vue humain, en fait, épidémiologique, la population en général, il y a une grande famille de l'Angleterre qui avait été complètement séquencée. On a séquencé le génome, en fait, de 9 des enfants de la famille pour essayer de trouver une raison pour laquelle, quand on regarde leur arbre phylogénétique, en fait, on se rendait compte que ces gens-là, ils vivent tous de 95 à 105 ans. Ils vivaient tous très longtemps, de façon très uniforme. Puis on s'est rendu compte, en fait, que tous les enfants de la famille avaient exactement le même nombre de risques de maladie, le même niveau de risque de maladie d'un point de vue génétique que la moyenne de la population. Ce n'est pas leur génétique qui expliquait la situation. Et quand ils ont regardé l'arbre phylogénétique de plus près, ils se sont même rendus compte que les conjoints des enfants en question vivaient aussi plus longtemps. Tout ceci pour conclure au bout de la ligne que c'est leurs habitudes de vie. C'est que la famille, en fait, avait une culture tellement serrée au niveau des saines habitudes de vie que tout le monde adhérait, tout simplement, puis il était capable de se transférer ça de génération en génération. Et le même constat a été fait, en fait, chez des super centenaires d'Okinawa, où on s'est rendu compte qu'il y avait les mêmes niveaux de risque de maladie que la moyenne de la population. Donc, c'est vraiment les habitudes de vie qui vont faire que les risques dans notre génétique vont s'exprimer ou non. Il y a quelques gènes qui sont connus pour avoir un impact significatif sur la longévité, peu importe la culture, c'est quand même très rare, comme le BRCA, qui est un gène relié à l'augmentation des risques de cancer du sein, entre autres, qui est très connu justement parce que là, oui, l'impact est tellement important qu'on va réduire la longévité, en fait, la moyenne habituellement. L'APOE4, c'est la même chose, c'est un gène qui est un transporteur lipidique sanguin, qui a un gros impact des maladies cardiovasculaires et du développement d'Alzheimer. FOXO, l'impact est positif. C'est un gène qui a un gros rôle à jouer sur tous les mécanismes de réparation cellulaire. Donc, il y a des modifications qui sont connues de FOXO, en fait, des mutations qui font que les autres, les gens qui ont les mutations en question ont beaucoup plus de chances d'atteindre 100 ans. Mais c'est très rare, en fait, dans la population. CLOTO est un gène qui va supprimer les effets de l'IGF-1 et de l'insuline. Pourquoi je parle de l'insuline? L'IGF-1, c'est insuline gros facteur 1 en passant. C'est un récepteur qui a un rôle à jouer qui est similaire à l'insuline. Mais la raison est que la perception, si vous voulez, par l'organisme de l'apport en calories est directement reliée à la vitesse à laquelle on va vieillir. Donc, mauvaise nouvelle un matin en passant pour vous tous, là, on devrait couper le sucre en vieillissant, le plus possible en tant que tel. Tout type de sucre raffiné, puis tout type de glucides aussi raffinés. Donc, je vais y revenir tout à l'heure, on pourra en parler aussi lors de la période de questions. Mais tous les gènes associés à la gestion de la glycémie et de l'insuline sont tous des gènes qui sont reliés au vieillissement, malheureusement. Ceci étant dit, il y a eu des études. Ah oui, c'est vrai, je suis en train d'oublier que j'avais ça. Regardez bien. C'est que PCSK9, le dernier qui est un point d'interrogation, c'est que je voulais vous souligner le fait qu'il y a une découverte qui a été faite ici au Québec, à l'Université de Montréal. Je pense que ça a été publié il y a 2 ans. Je ne suis pas sûr qu'on va le voir dans la prochaine diapo, mais dans lequel ils ont annoncé en fait une protection des maladies contre le vieillissement reliées à une mutation. Souvent, on va finir par se rendre compte que les mutations génétiques qui sont identifiées ne sont pas applicables à tout type de population ou à tout type d'habitude de vie. Donc, on a identifié des mutations qui avaient un impact positif, par exemple en Chine, sur la population chinoise. Puis quand on le regarde en Amérique du Nord, on perd l'impact qu'on avait en Chine, tout simplement, parce que cette modification-là dépend des habitudes de vie. Mais PCSK9 en est un exemple intéressant. Regardez bien. Ça a été présenté comme étant une mutation génétique, justement, qui protégeait contre les maladies. Novembre 2020. Vous voyez, ça fait 1 an et demi environ. Je ne rentrerai pas dans les détails de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une protéine chaperon en tant que telle. Juste avec l'image, vous expliquer une chose. C'est que c'est l'image, en fait, produite par les chercheurs en question, dans laquelle on montre que c'est une modification à un gène qui amène une protéine qui est plus capable de sortir de la cellule. Et la protéine étant emprisonnée dans la cellule, elle va avoir un rôle bénéfique, en fait, chez les gens qui mangent trop de gras ou qui mangent mal au niveau des gras, qui consomment trop, entre autres, de fast-food. Donc, oui, ça a un effet préventif, mais chez les gens qui mangent mal. C'est plate à dire, là,
mais je ne pense pas que c'est une belle solution ou en fait que c'est quelque chose de fort intéressant d'un point de vue scientifique parce qu'on identifie une mutation qui améliore la longévité chez les gens qui mangent mal. Si vous prenez là, l'image du foie où ce que vous voyez la lettre C, c'est marqué là, que c'est une mauvaise alimentation qui va en fait causer des problèmes au niveau du foie, puis que la mutation en question va les protéger de ces problèmes-là. Donc, c'est un peu triste, mais aujourd'hui, on a tellement de monde qui mange mal, finalement, qu'on est en mesure d'identifier des gens qui ont une mutation qui les protège. Donc, ceci étant dit, si on continue sur la question de la génétique, puis je n'irai pas en détail là-dedans non plus, c'est juste pour vous dire qu'il y a des études aussi qui ont analysé les gènes qui sont nécessaires à différentes facettes reliées au vieillissement, comme les gènes associés à la longévité humaine, les gènes nécessaires à la restriction calorique, les gènes exprimés différemment durant la restriction calorique, les gènes exprimés différemment durant le vieillissement. Et là, ce que vous voyez, donc, ça ne sera pas long, je vais repartager mon écran pour reprendre où j'en étais rendu. Donc, c'est bon, vous voyez ça? Excellent, parfait. Je vais remettre en plein écran, attendez un instant. Donc, hey. Donc, ouais, c'est un peu inquiétant. Croisez vos doigts pour pas qu'il y ait un autre flash d'électricité, qu'on perde toute la connexion. Donc, ceci étant dit, vous voyez, d'un point de vue génétique, là, il n'y en a pas beaucoup des gènes, dans tous les gènes, en fait, qui sont connus actuellement d'un point de vue génétique, qui ont des impacts, peu importe ce qu'on regarde, autant au niveau de la longévité qu'au niveau du vieillissement ou de l'impact de la restriction calorique. Et c'est généralement des gènes qui vont être reliés soit à l'IGF-1, comme je disais tantôt, en fait, là, la gestion de la glycémie, les glucides, l'insuline, les bris à l'ADN, ou encore, en fait, de l'autre côté, le récepteur de l'hormone de croissance, parce que justement, le vieillissement est relié à la croissance et au développement, je vais y revenir, et un gène de la production du cholestérol, parce que probablement, soit dû à son impact du côté des maladies cardiovasculaires ou encore à son impact tout simplement pour la production des hormones. Le cholestérol est essentiel à la vie, hein, au fonctionnement, entre autres, de nos membranes cellulaires. Donc, ceci étant dit, juste pour conclure, en fait, que ce n'est pas la génétique le plus important, c'est réellement nos habitudes de vie. Donc, qu'est-ce que c'est que le vieillissement en tant que tel? Je n'ai toujours pas répondu à la question. Hein. Je vous ai dit que c'était relié à notre vitesse de développement. Si vous voulez une image assez simple, beaucoup de gens savent qu'un jeune qu'on va priver d'un apport suffisant en calories, il va arrêter de se développer, il va arrêter de grandir. Bien, le processus est le même. Une fois passé l'âge adulte, quelqu'un qu'on va priver à la limite de l'apport en calories sans, en fait, nécessairement causer de dénutrition, donc de problèmes de nutrition, la personne va ralentir au niveau du vieillissement de la même façon que plus jeune, quelqu'un va ralentir au niveau de sa croissance. C'est que les mécanismes de la croissance et du développement sont reliés à la façon dont on vieillit plus tard dans notre vie. C'est un peu, si vous voulez une image intéressante, en fait, c'est un peu comme si le vieillissement, c'était conduire une voiture à l'accélérateur à fond, tout le temps, en modulant la vitesse avec le frein. La voiture, elle userait plus rapidement. Et c'est vraiment une belle image, en fait, qui nous est proposée, entre autres, par un chercheur américain qui s'appelle Blagostlony, qui a énoncé, en fait, suite à ça, la théorie de l'hyperfonction. Et suivant la même logique, on aurait deux façons de ralentir les mécanismes du vieillissement. Soit tu lèves le pied de l'accélérateur pour freiner le développement inutile, soit tu augmentes l'entretien de la voiture. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le monde vivant, on a des organismes qui font un ou l'autre ou les deux. Donc, regardez bien, là. Ce ne sont pas des exemples du monde vivant. Une souris, c'est ma voiture, l'accélérateur à fond, là, ça ne vivra pas plus que 3 ans, malheureusement, parce que justement, on a un développement terriblement rapide. À l'autre extrême, dans le monde vivant, on a le requin du Groenland qui va atteindre la maturité sexuelle à 150 ans. Donc, oui, c'est ça. Moi, c'est ce que j'appellerais un vieil ado, si vous voulez. Et ça va vivre 350, 400 ans. On n'est pas sûr exactement de la longévité exacte de l'espèce parce que ça vit à 200 mètres de profondeur. Puis, bon, c'est difficile de suivre un être vivant pendant 300 ans, savoir comment est-ce qu'il vit de temps. Mais ceci étant dit, on a de l'autre côté aussi des exemples de meilleure maintenance et de réparation chez les rongeurs. Entre autres, ce que vous voyez là, qui a de l'air très appétissant,
c'est ce qu'on appelle un ratopnu. C'est la dernière espèce de sa lignée, en fait, encore vivante aujourd'hui. C'est un rongeur qui vit en terrier, en société, un peu de la même façon que les fourmis, si vous voulez. Il y a un seul couple qui va se reproduire durant sa vie. Tous les autres individus vont aider, en fait, à la reproduction du couple en question, la reine, donc, et son mâle. Et il va vivre 10 fois plus longtemps qu'un organisme de taille similaire comme une souris, et c'est relié, entre autres, à des beaucoup plus grandes capacités de maintenance et de réparation qui va maintenir plus longtemps dans sa vie. Et c'est la même chose pour les chauves-souris. Une chauve-souris va vivre de 30 à 40 ans. Pourtant, c'est un organisme qui est capable d'avoir un niveau métabolique très, très élevé. Tous les organismes qui volent, en fait, ont besoin terriblement d'énergie pour être capables de voler. Et malgré ça, en fait, elle va quand même être capable d'avoir une beaucoup plus grande longévité qu'une souris ordinaire. On parle encore là de 10-12 fois la durée de vie normale d'une souris. Et c'est dû à des capacités de maintenance et de réparation beaucoup plus importantes. Là, le plus intéressant, j'allais dire, c'est comment on fait ça chez l'humain. En fait, c'est qu'il y a beaucoup d'études à l'heure actuelle, bien sûr, pour faire ça chez l'humain. Ici, vous avez, je ne vais pas la passer en détail non plus, là. C'est juste pour vous souligner que, pour résumer ce que je suis en train de vous mentionner, c'est que d'un côté, on a des voies métaboliques internes qui poussent l'organisme à vieillir, qui font en sorte qu'on va vieillir à une certaine vitesse, dépendamment du type d'organisme vivant qu'on est. Nous autres, on est tous des humains, on va tous vieillir à peu près à la même vitesse. Donc, on a une espérance de vie moyenne aux environs de 80 ans, puis une espérance de vie maximale aux environs de 120 ans. Ce qui a trait à l'environnement, nos habitudes de vie, on va appeler ça le vieillissement secondaire. Parce que c'est vrai aussi que quelqu'un qui fume va vieillir plus vite que la normale. Il s'intoxique tout simplement. Et ce que ça va changer dans notre compréhension, c'est qu'avec le temps, en fait, ça va réduire nos capacités de maintenance et de réparation, qui, eux autres, vont laisser apparaître donc des problématiques de fonctionnement cellulaire. Je ne vais pas vous les passer en détail, mais entre autres, les dommages à l'ADN, le raccourcissement des télomères que j'ai parlé tout à l'heure, les problèmes avec les mitochondries, et que ça va s'accumuler avec le temps et ça va finir par causer les maladies associées au vieillissement. Donc, les maladies associées au vieillissement ne sont pas juste la résultante de l'usure en tant que telle, sont la résultante de la poussée de l'organisme à vieillir. Et ça change beaucoup de choses au niveau de notre considération parce qu'on pourrait agir sur le vieillissement primaire dans le but de réduire, en fait, l'incidence des maladies associées. Et ça, c'est ce qu'on fait, nous, en recherche avec l'Université Concordia. Donc, je vais vous donner des exemples. Et agir sur le vieillissement, en fait, on appelle ça l'ultime médecine préventive, basée sur un article qui a été publié en 2015 dans la prestigieuse revue Science. Je vais vous le montrer. C'est tout récent, en fait, qu'on a avoué haut et fort d'un point de vue scientifique qu'on allait être en mesure d'agir sur le vieillissement humain. Le premier article qui a été publié, en fait, qui le mentionnait très clairement, c'est en 2015, en janvier 2015. Dans la même année, ça a été fait par une trentaine de scientifiques, là, vous voyez la liste, en fait. Dans la même année, justement, il y a un autre article qui a été publié dans la revue Science, comme je le mentionnais, par Matt Keberlin, en fait, un chercheur américain, qui soulignait que ça allait être l'ultime médecine préventive. Donc, l'ultime médecine préventive, ça va être de ralentir la poussée de l'organisme à vieillir pour réduire l'incidence des maladies associées. Parce que ça va avoir un impact, c'est facile de penser, de comprendre qu'on va avoir un impact beaucoup plus grand en réduisant l'incidence des maladies que d'essayer de se battre avec les maladies une fois qu'elles sont implantées. Et d'autant plus que ça amène une possibilité d'agir sur toutes les maladies ensemble en un seul coup. Donc, actuellement, il y a beaucoup de recherches qui se font pour trouver des molécules qui vont être capables de ralentir justement les processus du vieillissement, maintenir les gens en santé plus longtemps. Ici, c'est un article que vous voyez justement qui a été publié dans Nature Review. C'est une des revues les plus prestigieuses en sciences aussi, qui faisait un retour justement sur la recherche des molécules en question. Et ici, une image qui avait été publiée justement par Keberlin en 2013, qui relevait le fait qu'en agissant directement sur les processus du vieillissement, les maladies associées, qui sont parmi les maladies les plus graves de notre époque, dont l'incidence augmente avec l'âge, on est capable de réduire l'incidence dans la population tout ensemble en un seul coup. Et vous allez voir, je vais présenter justement une estimation de l'impact que ça peut avoir en santé humaine. Bien, il est ici, qui nous vient aussi de Keberlin, qui a été publié en 2019. Ici, vous avez l'impact sur la longévité si on était capable de guérir tout type de cancer. Vous avez l'impact sur la longévité si on était capable de guérir les maladies cardiovasculaires. Et l'impact sur la longévité si on était capable de guérir à la fois le cancer et les maladies cardiovasculaires, les deux ensemble. Et en bas, vous avez l'impact sur la longévité de ralentir le processus du vieillissement. C'est énorme. C'est énorme l'impact qu'on va pouvoir avoir en fait en santé humaine. Maintenant, comment on fait ça? On a une démonstration aussi de ça déjà quand on regarde les gens des populations centenaires ou les super centenaires. Ici, ce que vous avez, c'est tiré de c'est mon premier livre, ça.
Oui, c'est marqué en bas, bon, une chance. C'est une image qui est tirée de mon premier livre dans lequel je présente la durée de temps pendant laquelle on va être affecté des maladies associées au vieillissement versus l'espérance de vie. Donc, l'espérance de vie nord-américaine, qui est aux environs de 85 ans, là, on va être affecté en moyenne pendant 15 ans des maladies associées au vieillissement. Plus on vit longtemps, vous regardez en fait le 100, 105 ans, 110 ans et plus, ce qu'on appelle les super centenaires, ils vont être affectés pendant environ 6 ans des maladies associées au vieillissement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver à 100 ans avec la capacité d'une personne de 20 ans. Ce n'est pas ça. Sauf qu'ils vont arriver à 100 ans en étant encore capable de faire du vélo, en étant encore capable de voyager, en étant encore capable de se mettre à quatre pattes dans le salon pour jouer avec les enfants. C'est énorme l'impact. Et la grande partie de leur capacité vient justement de leurs habitudes de vie. Donc, c'est la démonstration que je vous disais au début que Kennedy et Penny Parker avaient dit en 2014, en fait, que la démonstration du jaune orange en bas n'avait pas été faite encore. En fait, elle a été faite dans le cas des populations centenaires. Les gens centenaires, c'est exactement ça. C'est qu'ils sont affectés des maladies associées au vieillissement très peu longtemps, très tard dans leur vie. Pour vous donner un exemple de ça, en fait, qui est assez éloquent. Mon arrière-grand-mère à moi, puis je vais avoir l'occasion de vous en reparler justement tout à l'heure, un exemple intéressant. J'allais dîner chez elle quand j'étais au primaire. Elle avait déjà 86 ans. La dame était née en 1900 juste. Vous imaginez un peu, elle avait vu la Première, la Deuxième Guerre mondiale. Et à 86 ans, ça faisait déjà 8 ans que son mari était décédé et qu'elle vivait tout seul à sa maison. Et elle a vécu toute seule dans sa maison jusqu'à 92 ans, où elle nous a demandé elle-même de l'amener dans un foyer pour personnes âgées parce qu'elle commençait à avoir de la difficulté à se déplacer. Elle avait de la difficulté à descendre dans le sous-sol pour aller chauffer le poêle. Imaginez la patente. Une dame de 92 ans, en fait, qui allait chauffer le poêle à bois dans son sous-sol. Et à l'époque, moi, je ne réalisais pas ce que ça représentait. Mais à 98 ans, au foyer, elle nous a elle-même demandé de l'amener à l'hôpital parce qu'elle nous a dit qu'elle ne filait pas. Et le médecin qui a passé ses examens en l'entrée à l'hôpital, en fait, il a fait venir la famille. Il a dit je n'ai jamais vu un profil comme celui-là. C'est sûr et certain qu'elle ne ressortira pas. Il a dit il n'y a plus rien qui fonctionne. Puis moi, je me rappelle encore des images de mon arrière-grand-mère, la famille dans sa chambre d'hôpital. Elle nous disait qu'elle avait vécu une très belle vie, qu'elle était contente de la famille, de ses enfants, blablabla, qu'elle était fatiguée, en fait, puis que son temps était venu. Ça a pris 2 semaines, en fait, qu'elle est partie un matin qu'elle ne s'est pas réveillée. C'est juste pour vous souligner que c'est un exemple parfait. C'est qu'à 92 ans, elle a commencé à être affectée de façon sérieusement par les maladies associées au vieillissement pour ralentir sa capacité à profiter de la vie. Ça a duré 6 ans. Puis le jour où elle a commencé à être vraiment très malade, ça a duré 2 semaines. Puis elle est partie très rapidement. En fait, on voudrait tous que ça se passe de cette façon-là. C'est ça la différence, finalement, que ça peut faire, de faire très attention, en fait, aux habitudes de vie. Puis je vais vous donner des exemples, en fait, avec des trucs sur comment faire pour y arriver. Avant d'en arriver aux habitudes de vie, juste quelques résultats, vous montrer les résultats des travaux qu'on a fait avec l'Université Concordia. Quand on a commencé nos travaux en 2014, en fait, on s'est comparé à la restriction calorique pour la longévité des cellules, tout simplement pour essayer de trouver des molécules qui pourraient ralentir les processus du vieillissement. Ici, vous avez les 6 premiers qu'on a découverts, qui ont tous un impact supérieur, en fait, à la restriction calorique, puis qui ont tous un impact supérieur à tout ce qui était connu auparavant, parce que les composés XYZ que vous avez au début, là, ça, c'était les meilleurs candidats qu'on avait auparavant pour ralentir les processus du vieillissement. Mais ce qu'on a découvert d'intéressant avec Concordia, c'est qu'on est capable aussi de sélectionner volontairement des molécules. Puis ça, c'est toutes des molécules naturelles en passant. On est capable de sélectionner volontairement des molécules naturelles qui ont des impacts sur des mécanismes associés qui sont complémentaires pour avoir des impacts synergiques importants. Fait que les formulations en vert que vous voyez, c'est des molécules qu'on a découvertes. Quand les mettant ensemble, en choisissant lesquelles qu'on met ensemble, on a un impact synergique important sur la longévité cellulaire. Quand on les met avec les composés XYZ, on est capable d'aller chercher même un impact encore plus important au niveau de la longévité cellulaire. Tout ceci pour vous dire que c'est les meilleurs résultats de ce type-là, en fait, en longévité cellulaire qui n'ont jamais été découverts jusqu'à maintenant. L'impact du composé Z, ici, que vous voyez la grande barre orange, c'est des cellules qui habituellement vont mourir en 2 jours et demi. On les a maintenues en vie plus de 30 jours. Donc, et c'est un ralentissement, justement, de la poussée de l'organisme à vieillir. C'est un ralentissement des processus de vieillissement. Attendez-moi un instant. Avec une machine payante, il faut être très vigilant. On sait déjà faire voir.
Ah non, OK, c'est bon. Merci. Donc, ici aussi, je ne passerai pas ça en détail. Je vais juste vous montrer qu'on est en mesure, justement, un peu comme les images que vous avez vues de Fontana tout à l'heure, d'identifier les mécanismes d'action cellulaire derrière, en fait, les voies métaboliques qui sont responsables, reliées aux découvertes qu'on a faites, dans le but d'orienter, justement, l'usage des molécules en question. Ça Je nous a amené à... m'excuse, on vous entend pas tellement bien parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. On entend sa télé ou je sais pas quoi. Oui, je vois le micro de Mme Debon qui semble être ouvert. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez le fermer, s'il vous plaît? C'est bon. C'est bon? Donc, vous voyez ici des publications scientifiques en fait, qu'on a fait avec l'Université Concordia sur les travaux en question. Ça a été publié dans la revue que le plus haut classement en recherche fondamentale sur le vieillissement. Donc, c'est vraiment des travaux de pointe. On est en train d'écrire un autre article qui devrait être publié cette année avec un centre de recherche de Québec, en fait, Transbiotech. Juste pour vous souligner en passant que une chose que j'ai voulu faire aussi, dans le but d'amener plus d'informations de grande qualité sur les habitudes de vie associées au vieillissement, c'est qu'Idon Technologies, la compagnie que j'ai créée, outre la question des recherches, fournit aussi beaucoup d'informations via un blog qui regroupe plus de 25 collaborateurs qui écrivent surtout un paquet de sujets reliés aux saines habitudes de vie. Je vous invite à en prendre connaissance, c'est sur vitali.ca. Que vous allez voir, en fait, les articles du blog de Vitali. Et on donne des conférences aussi. Comme vous savez, je vais avoir Isabelle Huot, entre autres, le 30 mars, en entretien. Le monsieur en dessous d'Isabelle Huot, en fait, c'est Dino Olicas qui va donner une conférence sur la diète cétogène. Donc, si jamais ça vous intéresse, il y a toute une vaste gamme, en fait, de conférences qui sont gratuites en passant. Donc, on fait ça justement pour améliorer l'information qu'on a dans le domaine. Puis on a créé des produits pour amener, entre autres, de ces molécules-là qu'on a découvert avec l'Université Concordia, les rendre disponibles aussi à la population via les produits Vitali. Pour revenir, en fait, oui, c'est ça, c'est fabriqué au Québec. Pour revenir, en fait, à la conférence d'aujourd'hui, vous donner des conseils en tant que tels sur les habitudes de vie, beaucoup basés sur les habitudes de vie des centenaires. En fait, là, c'est divisé en 10 points, les 10 commandements de la longévité. Donc, la dernière portion, si vous voulez, de la présentation, avant que je réponde à vos questions. On va les passer un à un, puis je vais vous donner en fait des conseils. Le premier point, c'est le positivisme, qui est en lien avec la personnalité. Parce qu'imaginez-vous une chose, la raison pour laquelle je parle de la personnalité, c'est que la personnalité des populations, les centenaires, en fait, là, peu importe de où ils viennent dans le monde, peu importe leur culture, ont tous le même genre de personnalité. Forcément, c'est très important, en fait, au niveau de la longévité. Moi, je vous dirais que si vous avez une affaire sur quoi vous concentrez en premier lieu, c'est d'essayer de développer la personnalité associée aux gens centenaires. C'est des gens qui sont fondamentalement positifs. Ils vont avoir une attitude vraiment positive envers eux-mêmes puis envers la vie en tant que telle. Puis là, je me demande, est-ce que j'ai les... Oui, OK. J'ai les détails en tant que tel. Parce que ça va aider, le côté positif va les aider, en fait, à mettre en application aussi tout le reste des saines habitudes de vie. C'est des gens, en fait, que ça va... c'est un élément qui va être très, très synergique. Donc, dans mes livres, j'ai décrit l'ensemble des habitudes de vie en juste 4 facettes pour simplifier les explications. L'alimentation, l'activité physique, le stress, l'anxiété, puis la qualité de la vie sociale. Fait que je vais y revenir. Avec un 5e facteur qui est un facteur facilitant, qui est justement le cas de la personnalité. Fait que les centenaires de par le monde, le Japon, la Suède, les États-Unis, l'Europe, sont tous des gens qui sont consciencieux, qui sont agréables, qui sont efficaces, sont faciles à vivre en tant que tels. Donc ici, il y a une bonne nouvelle en passant, là, les chialeux vivent moins longtemps. L'attitude de vie positive, c'est des gens qui sont optimistes, qui sont ricaneurs, une capacité à exprimer leurs émotions. C'est extrêmement important en passant, parce que ça a un gros impact aussi sur la gestion du stress. Donc, ils vont être une grande capacité à exprimer leurs émotions très librement sans les refouler. Et ça va donner un lien très fort entre la personnalité et la qualité de la vie sociale, ça va de soi. On peut comprendre que les gens qui sont plus agréables, qui ont tendance à être optimistes, qui sont ricaneurs, sont des gens qui vont habituellement avoir une meilleure qualité de la vie sociale et c'est un autre élément extrêmement important. Mais ici, juste pour revenir à l'exemple de mon arrière-grand-mère tantôt, parce que généralement, ça fait rire les gens, là, je l'utilise beaucoup en conférence parce que, en fait, quand j'ai lu la première fois, quand j'ai écrit mon premier livre, en fait, puis que j'ai lu les études sur la personnalité des gens centenaires, puis qui parlaient de positivisme, puis qui parlaient des gens qui allaient même jusqu'à s'auto-évaluer leurs conditions de santé de façon très positive, même quand ils ne sont pas en santé tant que ça. C'est qu'il faut comprendre, dans le fond, que le positivisme, c'est beaucoup plus que de voir juste le verre à moitié plein. C'est beaucoup plus que ça.
c'est des gens qui sont très confiants, en fait, de l'aspect positif. Puis regardez, je vais reprendre le cas de mon arrière-grand-mère. Imaginez-vous encore l'enfant du primaire qui va dîner chez son arrière-grand-mère qui a 86 ans. Ça fait 8 ans que son mari est décédé. Et là, je lui demande comment ça va, grand-maman. Puis elle me répond avec à peu près le ton d'un général de l'armée. Ça va très bien, ça a toujours bien été, je ne verrais pas pourquoi que ça changerait. Okay. Moi, l'enfant, à l'époque, je regardais mon arrière-grand-mère, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit, tu sais? Puis après, j'ai réalisé, en fait, quand j'ai écrit le premier livre, que la dame, ce qu'elle venait d'un, c'est que probablement que tout le monde passait le temps à lui demander comment ça allait, parce que ça faisait 8 ans qu'elle vivait toute seule dans sa maison, puis il s'inquiétait de sa santé. Tu sais. Mais de l'autre côté, ce qu'elle venait de me répondre, là, c'est exactement ce qui définit les gens fondamentalement positifs, tout dans la même phrase. Ça a toujours bien été, ça va très bien, je ne verrais pas pourquoi que ça changerait. C'est qu'elle est confiante du passé, elle est confiante du présent. En fait, elle a un regard positif sur le passé, un regard positif sur le présent, puis elle est confiante de l'avenir. Donc, c'est exactement ça. C'est que les gens des populations centenaires, demandez-leur pas comment ça va, ils vont vous dire que ça va bien, de toute façon. Pour eux autres, il n'y a pas d'autre façon que ça peut aller. Vous comprenez? C'est un état d'esprit. C'est extrêmement important, en fait, de bien le comprendre. Puis, ça se développe, en fait. Hein, si vous voulez un truc, là, la raison pour laquelle vous aviez une plante tout à l'heure, c'est qu'il faut considérer le positivisme et le négativisme comme le fait que vous avez 2 arbres dans votre vie. Lui que vous allez arroser le plus va devenir dominant. Fait que ça se développe. Au fil du temps, en fait, à force de faire des efforts, d'avoir des pensées positives, vous allez venir que développer un réflexe, ça va se faire tout seul. Donc, le deuxième point, rechercher la qualité des relations. Et là, ici, encore là, c'est extrêmement important, puis je vais vous donner un exemple, en fait, de l'importance de la qualité de la vie sociale. Mais avant tout, si vous voulez un bon indicateur de c'est quoi des relations de qualité, c'est le fait de parler de ses émotions. Si vous avez beaucoup d'amis, mais vous ne parlez jamais de vos émotions avec vos amis, ce n'est pas de la vie sociale de qualité. Les amis Facebook ne comptent pas, en fait, en grande majorité. Ça prend des vrais amis avec qui on va se dire les vraies choses, mais ça va de soi aussi que les émotions, il ne faut pas que ce soit tout le temps négatif non plus. Hein? Ça prend un bon côté de positivisme. Une étude intéressante qui souligne l'importance en tant que telle de la qualité de la vie sociale pour la longévité humaine, c'est l'étude de Harvard. À Harvard, ils ont eu la brillante idée de suivre pendant 75 ans une population humaine. C'est 724 individus qui ont été questionnés à tous les 2 ans. Ça fait qu'imaginez, dans le fond, c'est le 4e directeur de l'étude qui présente les résultats, parce que les 3 autres d'avant ont pris leur retraite entre-temps. Donc, à partir de l'âge de 2 ans, ils ont questionné tous les 2 ans, en fait, les gens. Quand ils sont venus qu'à avoir des familles, ils ont même cumulé toute l'information sur la famille, les résultats médicaux, la relation familiale avec les conjoints, etc., dans le but, en fait, de chercher ce qu'on serait capable d'apprendre sur l'espace de toute une vie humaine. Et le plus intéressant, en fait, parce que les résultats ont été présentés dans un contexte de bonheur en tant que tel, le premier facteur de bonheur qui a rendu les gens heureux au cours de leur vie, c'est la qualité de la vie sociale. Ça les a gardés plus heureux, plus en santé et plus longtemps. L'impact sur la longévité est tellement important là, qu'en regardant les résultats à reculons, ils constatent qu'ils auraient été capables d'évaluer à l'âge de 50 ans tous ceux-là qui allaient bien vieillir. Tous ceux à l'âge de 50 ans qui avaient une grande qualité de la vie sociale ont tous bien vieilli, ont tous gardé des capacités cognitives plus importantes aussi en vieillissant. Et c'est réellement la qualité des relations qui fait la différence. Donc, c'est réellement extrêmement important. Maintenant, le 3e point, être actif dans la vie quotidienne. Et là, vous n'avez pas besoin d'être un marathonien, en fait, hein, en passant, ou encore un sprinteur africain. Les gens des populations centenaires ne vont pas au gym 3 fois par semaine. C'est du monde qui sont actifs dans la vie de tous les jours. Et ici, un élément que je raconte qui est intéressant. À un moment donné, je suis tombé sur une étude, parce que moi, je suis les études en lien avec la longévité et les habitudes de vie. Des fois, je vois passer des affaires un peu étranges. Là. Il y a 2 ou 3 ans, en fait, il y a paru une étude qui montrait que les gens qui avaient des fleurs, en fait, qui s'occupaient de leur parterre, vivaient plus longtemps. Ça n'a rien à voir avec les fleurs. C'est parce que ça les fait sortir dehors, ça les garde actifs, ça les envoie au magasin pour aller acheter ce qu'ils ont besoin pour s'occuper de leur parterre. C'est exactement le même principe. Fait que gardez de façon générale, si vous voulez quelques conseils intéressants, en fait, sur l'activité physique, l'intensité est plus importante que la durée. Comment mesurer en tant que telle l'intensité? C'est assez simple, en fait. L'augmentation de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire. Quand vous sentez une augmentation de votre fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire, c'est déjà bénéfique. Quand vous faites de l'activité physique, gardez à l'idée que si vous êtes capable d'avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, ça va être encore plus bénéfique. Si vous allez marcher un peu plus vite. Un truc que je donne à tout le monde, justement, là, allez marcher avec une amie qui parle trop, puis marchez assez vite qu'elle ait de la difficulté à parler. Vous allez faire une pierre 2 coups.
Donc, c'est un bon truc. Gardez l'idée hein, que même dans la vie de tous les jours, montez l'escalier plus rapidement, rentrez l'épicerie plus rapidement, tout ce que vous pouvez faire un peu plus vite, mettez-y de l'intensité. Ça va avoir un bénéfice santé plus important. La gestion du stress, c'est quelque chose de compliqué. Je peux vous en parler longtemps. J'en ai moi-même des problèmes d'anxiété et de stress. Il y a des gens qui, malheureusement, naturellement, vont avoir des problèmes d'anxiété et de stress. Pour vous aider à vous connaître, le livre de Sonia Lupin, qui est la directrice du Centre de recherche sur le stress de l'Université de Montréal, Par amour du stress, c'est un bijou. Honnêtement, pour vous apprendre, vous aider à développer des outils, puis vous apprendre à mieux connaître, en fait, qu'est-ce qui vous stresse, parce que le stress, c'est unique à chaque personne, mais c'est essentiel à la vie aussi. Biologiquement, c'est normal. Tout le monde a du stress. Pour toutes sortes de raisons. La seule différence, c'est qu'il y a des gens qui le gèrent mieux que les autres. Il y a du monde qui sont nés comme ça, qui ont déjà des outils pour mieux gérer. Il y en a d'autres qui vont avoir à développer les outils au cours de leur vie. Ce qu'il faut comprendre, je vais vous lister en fait des outils en question. Ce n'est pas d'essayer de tous les appliquer, c'est plutôt trouver ceux-là qui nous conviennent. Comme renforcer les liens sociaux, parler de vos sentiments, ça a un gros impact sur la gestion du stress. J'en ai parlé tout à l'heure. L'activité physique intense, honnêtement, je m'en sers beaucoup. En fait, de l'activité physique, ça réduit de beaucoup le stress et l'anxiété. Ça va aider aussi à votre sommeil, ce qui va aussi, lui, réduire l'anxiété. La méditation, la relaxation, ça ne marche pas pour tout le monde. Il y en a chez qui ça fonctionne très bien, donc il faut l'essayer. Les oméga-3, en fait, la prise alimentaire d'oméga-3 a un impact. Si vous n'en consommez pas suffisamment, vous pourriez considérer de prendre un supplément, tout simplement. Faites attention à tous les excitants, la caféine, les boissons sucrées, les boissons énergisantes. Réduisez les sucres raffinés, ça va de soi, autant pour le stress que pour le vieillissement en général. Augmentez votre consommation d'antioxydants, les fruits, les légumes, entre autres, les petits fruits pleins de couleurs. Apprenez à vous connaître, en fait, trouver les solutions qui vous conviennent, puis améliorer votre sommeil par l'hygiène du sommeil. Je vais vous donner justement des conseils sur le sommeil dans la diapositive suivante. Donc, au niveau du sommeil, la question de bien dormir. Si vous voulez des trucs que vous entendez, vous allez voir des trucs que vous entendez peut-être pas souvent, là, j'ai pris un autre angle, en fait, pour donner des conseils sur le sommeil, en rappelant d'un point de vue biologique, le sommeil est nécessaire à quoi, au juste? Le sommeil va être nécessaire à rétablir, entre autres, votre réserve en neurotransmetteurs si vous les avez épuisés. Comment on épuise des réserves en neurotransmetteurs? Les neurotransmetteurs étant les petites molécules qui vous servent au niveau du cerveau à la communication entre les neurones. Okay? Le cerveau, c'est vraiment de la chimie. Hein? Constamment, vous allez échanger des molécules au niveau du cerveau. Et techniquement, si vous épuisez, en fait, on s'épuise, si vous voulez, à l'usage en fait, du cerveau durant la journée. Et les journées que vous allez, puis je vais vous donner un exemple, hein, que vous allez les épuiser le plus, le soir, vous allez dormir mieux. Un bon exemple de ça, qu'est-ce qui est exigeant pour le cerveau? C'est assez simple. L'apprentissage, c'est exigeant pour le cerveau. La gestion des émotions. Donc toute la vie sociale aussi est exigeante pour le cerveau parce que généralement, dans la vie sociale, on va avoir à gérer des émotions. Mon exemple qui est le plus éloquent, c'est justement, vous avez probablement tous vécu des moments dans votre vie où vous avez eu une surcharge émotionnelle causée par soit le dessein d'une personne ou encore de la chicane dans la famille, ou peu importe, ou les deux, ou les trois, ou en tout cas. Et que le soir, vous étiez complètement vidé, hein, vous vous sentiez terriblement fatigué, bien, c'est ça, en fait. Parce que la gestion des émotions, c'est difficile pour le cerveau en tant que tel. D'autres éléments qui sont difficiles pour le cerveau, c'est toute la gestion des activités de coordination. Donc, l'activité physique est difficile pour le cerveau parce qu'on va coordonner plusieurs systèmes en même temps. Donc, c'est vrai aussi pour la danse, c'est vrai pour les jeux vidéo, c'est vrai pour une multitude de choses. C'est nécessaire pour aller imprégner la mémoire pour l'apprentissage. Vous avez besoin de dormir pour imprégner la mémoire pour l'apprentissage. Donc, si vous essayez d'apprendre des choses, automatiquement, le cerveau va avoir besoin de dormir. Donc, ici, un truc bien facile. Là, les gens qui aiment lire des choses, là, essayez de lire des choses que vous voulez apprendre, que vous voulez vous retenir en tant que tel, surtout à l'approche d'aller dormir. Comme par exemple, si un jour vous aimeriez aller en Italie, achetez un livre sur l'Italie, c'est une bonne idée parce que ce que vous allez lire, automatiquement, vous aurez tendance à vouloir vous en rappeler pour le jour que vous allez y aller, pour vous souvenir de ce que vous avez lu. Le cerveau va vouloir aller l'imprégner dans la mémoire, ça va vous aider à dormir. Comprenez? Réparer, refaire les réserves d'énergie, en fait, encore là, c'est si vous êtes actif, donc d'un point de vue physique en tant que tel, donc l'activité physique, entre autres. Et le cerveau va savoir quand c'est le temps de dormir si vous établissez une routine. C'est extrêmement important d'avoir une routine en tant que telle. Et là, la routine, ça peut être toutes sortes de choses. Hein. Il y en a qui vont tout simplement mettre un pyjama 1 heure avant d'aller se coucher. Ça va envoyer un message au cerveau que bientôt, on va aller se coucher. Prépare-toi à dormir. Fait que la routine est importante. Il y en a que ça va être de prendre une tisane de n'importe quoi. Il y en a que ça va être d'écouter de la musique douce. Il y en a que ça va être de faire du yoga.
Donc, il y a plein de façons. Ce qui est important, c'est d'avoir notre propre routine puis de l'appliquer tout le temps. Pas sauter la routine la fin de semaine, puis pas changer l'été, en fait, pendant les vacances. Parce qu'une chose qui va arriver en vieillissant, c'est qu'on va diminuer notre capacité d'adaptation et ça va devenir de plus en plus difficile, justement, de varier les horaires. Fait que variez-les pas, tout simplement. Prenez pas de chance. Respectez la routine, peu importe les périodes de l'année. La question de l'alimentation est bien sûr bien importante. Je vous dirais que Dieu merci, le nouveau guide alimentaire canadien est en ligne avec les recommandations d'alimentation des populations centenaires. Et la recommandation que je vous dirais ici, qui est probablement la plus importante, c'est essayez pas de vous faire une assiette comme celle-là que vous voyez là. C'est que considérez en fait les recommandations, puis je vais vous les dire rapidement, là, les plus importantes. Considérez les recommandations sur une base journalière ou sur une base même hebdomadaire de la semaine. Autrement dit, tout ce que vous mangez sur la base d'une semaine, là, la moitié de ce que vous mangez devrait être en très grande partie des légumes avec un peu de fruits. Dans l'autre moitié, vous devriez avoir le quart, en fait, de toute l'alimentation, donc ou la moitié de l'autre moitié, là, qui est des protéines, en favorisant le plus possible les protéines végétales, en y allant par la suite avec les œufs, la viande blanche, le poisson et moins de protéines rouges ou de viande rouge en tant que telle. Et de l'autre côté, l'autre portion, l'autre quart, en fait, est les grains entiers, la place pour les grains entiers. Il n'y a pas de place pour aucun produit de farine raffinée. C'est aussi simple que ça. Les pâtes alimentaires de farine raffinée, on ne devrait jamais en manger. Si vous mangez des pâtes alimentaires, ils devraient être de grains entiers. Si vous mangez du pain, ça devrait être de grains entiers. Un point, c'est tout. Et ceci étant dit, quand je vous dis de le répartir sur une réflexion de la semaine, c'est parce que c'est sûr que si à un moment donné, vous voulez vous faire des pâtes aux fruits de mer, ce qui peut être une très bonne idée, vous allez avoir de la misère à avoir la moitié de l'assiette en légumes. Cassez-vous pas la tête, vous mangerez une salade le repas d'après. Autrement dit, vous pouvez rééquilibrer en considérant votre alimentation, d'essayer d'avoir la moitié de tout ce que vous mangez sur la semaine, qui sont des légumes en grande majorité avec un peu de fruits, et l'autre moitié, en fait, selon les guidelines ou les lignes directrices que je viens de vous donner. Pour vous donner un exemple tout à l'heure de quel impact peut avoir l'alimentation, c'est sûr que quand on regarde Okinawa, ce n'est pas juste l'alimentation, mais c'est en grande partie l'alimentation. Okinawa est une des régions dans le monde qui a le plus de centenaires, tout type de population confondue. Le Japon étant la population qui a la plus grande longévité, et Okinawa est une portion du Japon. Hein? Et ici, c'est l'alimentation avant 1950, parce que malheureusement, récemment, ça a changé. Les Japonais se sont mis à manger de la pizza. Donc, ils se sont américanisés, si on veut. Vous voyez la différence entre le Japon et Okinawa. Quand vous regardez en calories totales, là, la première ligne en haut, le Japon a 2068 calories totales, Okinawa 1785. Puis quand on regarde le poids de ce qui était consommé, pour le même poids, Okinawa mangeait plus en quantité d'aliments que ce qui était mangé au Japon. C'est quoi la conclusion, en fait? Là? Quand je vous disais tout à l'heure que la question de la restriction calorique, on a un exemple, entre autres, à Okinawa, c'est qu'ici, on mangeait moins de calories. À Okinawa, on mangeait moins de calories avec une diète beaucoup plus riche en nutriments. C'est ce qu'on devrait tous viser à faire en tant que tel. Et quand vous regardez en bas, en fait, là, le graphique à bande, la bande pointillée grise, en fait, si vous voulez, c'est les États-Unis. La blanche, c'est le Japon. La noire, c'est Okinawa. Et là, c'est des problématiques de santé qui sont présentées tout simplement pour montrer la différence de ce qu'on observait à Okinawa versus ailleurs dans le monde. Le premier, c'est les maladies cardiovasculaires. Le deuxième, c'est le cancer du côlon, les hommes et les femmes, la prostate, le cancer du sein et les lymphomes. Donc, vous voyez, il y a un gros impact même au niveau de l'incidence des niveaux de cancer, de maladies cardiovasculaires. Le point 7, maintenant, le jeûne, en fait, qui est un point un peu délicat. Si jamais la question vous intéresse en passant, je vais donner une conférence le 17 avril cette année dans laquelle je vais faire un tour d'horizon complet, en fait, sur qu'est-ce que c'est que le jeûne, pourquoi c'est bénéfique pour la santé. Mais ça peut être considéré, sachez-le, même en vieillissant, en fait. Là, avant tout, c'est une question de ne pas manger tout le temps. Malheureusement, ce n'est pas vrai qu'on devrait manger 3 repas par jour avec 2 collations. C'est épouvantable techniquement de faire ça. C'est vrai chez les jeunes qu'on devrait avoir un apport calorique permanent tout le temps assez égal parce qu'ils sont en période de croissance, mais passé la période de reproduction, on devrait considérer de manger sur les périodes les plus courtes possibles de la journée pour être le plus longtemps possible sans manger. Donc, avant tout, le jeûne, comme le jeûne intermittent, les bénéfices ont été démontrés, même chez les gens qui vont s'alimenter sur une période de 6 heures durant la journée
et qui n'auront aucune alimentation sur une période de 18 heures. Donc, calculez-les comme il faut, là, c'est faisable, en fait. Les gens qui sautent le déjeuner, là, vous allez dire, c'est épouvantable ce qu'ils viennent de dire. Mais oui, écoutez, moi, je ne déjeune plus pratiquement jamais. En fait, quand je déjeune, c'est pour des raisons sociales. C'est que je vais déjeuner avec des amis, je déjeune avec la famille. Mais même chose pour le directeur de l'Institut de cardiologie de Montréal, Martin Junot, il ne déjeune plus non plus. Il l'a dit dans une entrevue qu'il avait dit à Radio-Canada. Donc, si vous vous alimentez, comme par exemple, de midi à 6 heures le soir, vous êtes capable de manger sur une période de 6 heures, même 2 repas dans la journée. Il y a beaucoup de gens qui vont en manger même rien qu'un. Mais une chose intéressante, c'est qu'ils ne grignotez pas pendant la soirée, par exemple. Et là, vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps nécessairement non plus. Vous pourriez faire ça 2, 3, 4 jours par semaine. Et les autres journées vous permettent un peu plus de latitude. Et déjà, c'est bénéfique. Donc, c'est ce qu'on appelle du jeûne intermittent. Avoir des objectifs de vie, ce qui est quand même quelque chose d'assez flou, si vous voulez. La meilleure façon de le présenter que j'ai trouvé, c'est de la culture japonaise. J'aime beaucoup le côté de la culture japonaise sur cet élément-là, vous allez voir. Puis c'est beaucoup une question de rechercher l'équilibre. Les Japonais ont comme considération que durant leur vie, leur raison d'être sur la Terre va leur être dévoilée. Et là, vous allez dire, ça fait un petit peu, comme je dirais, donc, ça ne va pas leur venir par une grosse voix, une belle voix douce à travers les nuages, à travers une percée de soleil. Ce n'est pas ça pantoute. C'est que ce n'est pas de la spiritualité. C'est une forme de spiritualité, oui, si vous voulez, mais c'est plus le fait que durant leur vie, ils vont rechercher à trouver un équilibre entre ce qu'ils aiment, ce que le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé, puis ce pourquoi vous êtes doué. Ce que les Japonais vont appeler l'ikigai, ou l'ikigai, je ne suis pas sûr comment on le prononce, qui est un lien entre la mission qu'on peut se donner, notre vocation, la profession et la passion. C'est sûr que je vous dis, toutes les populations centenaires de par le monde ont toutes une certaine forme, je vous dirais, de spiritualité ou d'objectif de vie qui peut être aussi, pas nécessairement de cette façon-là, peut être relié aussi à l'importance de la vie familiale, à vous occuper des enfants, à d'autres choses que vous voulez laisser, en fait, aussi le jour où vous allez partir. C'est juste de savoir que c'est très important d'avoir des objectifs de vie. Se donner du temps. Penser mode de vie. En fait, ici, ce que je veux vous souligner, c'est qu'on devrait tous considérer avant tout que la santé n'est pas quelque chose qu'on va atteindre. On ne va pas atteindre la santé durant notre vie. C'est une façon de voyager. Et qu'on devrait considérer avant tout qu'on va toujours s'améliorer constamment. Fait que si vous voulez un bon conseil, regardez les facettes que je vous ai soulignées aujourd'hui. Choisissez celles sur lesquelles vous êtes capable de faire le plus gros gain en premier. Concentrez-vous sur celle-là, donnez-vous certains objectifs. Une fois que vous l'aurez atteint, repensez aux autres, donnez-vous encore d'autres objectifs et continuez constamment à vous améliorer, un objectif à la fois. Et ce qu'on devrait essayer de faire en tant que tel, considérant justement que vous allez regarder toutes les facettes, c'est d'améliorer toutes les facettes. Et là, je ne suis pas tout seul à le dire, il y a un scientifique français, en fait, qui a été décoré de l'Académie française, qui disait que selon son évaluation personnelle à lui, quand on ne fait pas tout, on passe à côté de 80% du bénéfice des habitudes de vie. Fait que même quelqu'un qui est bon d'un point de vue activité physique, s'il n'y a pas une bonne qualité de la vie sociale, malheureusement, il n'ira pas chercher le plein bénéfice des habitudes de vie. Il faut tout faire. Okay? Fait que la meilleure façon de tout faire, c'est toujours considérer qu'on va toujours s'améliorer, qu'on va considérer chacune des facettes à tour de rôle. Donc, en conclusion, vous comprenez que la vitesse à laquelle on vieillit est modulée par l'apport en calories, qui, elle, est évaluée avant tout par l'apport en sucre. Donc, couper les sucres raffinés. Okay? L'ultime médecine préventive, c'est d'utiliser, entre autres, des agents gyrosuppresseurs, donc des molécules qui vont être à même de réduire la vitesse des processus du vieillissement. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on est en train d'identifier ces molécules-là, justement, pour les rendre disponibles à la population, pour, entre autres, réduire l'incidence des maladies associées. Les approches les plus productives, ça va être des approches qui vont mettre à profit à la fois les synergies extrêmement importantes entre l'ensemble des habitudes de vie, ce que je viens juste de vous expliquer pour le 10e point. Et les recherches continuent actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, il y a des recherches actuellement qui visent à utiliser même des molécules, soit la réduction d'apport calorique, ou soit des molécules, des mimétismes qu'on va appeler de la restriction calorique, ou des agents gyrosuppresseurs, des molécules qu'on identifie avec l'Université Concordia, pour améliorer des immunothérapies contre le cancer. Donc, ça va permettre en santé humaine, en fait, des avancées quand même très, très importantes, fort intéressantes.
Et juste peut-être pour l'enregistrement, s'il y a des gens qui voulaient voir en fait les références scientifiques d'aujourd'hui, hein, il y en a 3 diapositives, je vais juste vous les passer pour vous permettre, parce qu'avec l'enregistrement, vous pourrez toujours la mettre sur pause en fait, puis regarder c'était quoi en fait les références en question. Et puis en terminant, oui, c'est ça, je vous ai mentionné aussi les conférences, le blog de Vitoly en tant que tel. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Ma page Facebook professionnelle, c'est Éric Simard, Priorité bien vieillir. Et sur mon site Internet, vous allez trouver beaucoup d'informations sur les livres, les conférences, les recherches scientifiques, entre autres, même les chroniques que j'ai à la radio. Donc, sur ça, je vais arrêter tout simplement mon partage d'écran pour me permettre de revenir avec vous. Donc, rebonjour tout le monde. Il n'y a pas eu d'autres pannes d'électricité. Alors, on peut procéder à la période de questions. Je ne sais pas si vous voyez les questions dans le oui, tout à fait. discussion. En fait, Alors, avec plaisir. Si on commence par la question d'alcool, c'est vrai, ouais, c'était mentionné dans la diapositive sur l'alimentation. Écoutez, une trop grande consommation d'alcool va augmenter énormément l'incidence de 8 types de cancers différents, dont des cancers très graves, là, comme le cancer de l'intestin ou le cancer du foie. Donc, malheureusement, l'alcool peut avoir des impacts très négatifs en santé humaine, augmenter aussi les risques de dégénérescence nerveuse et d'Alzheimer. Ça fait que oui, ça peut être bénéfique à faible niveau. Fait que la différence entre être bénéfique et causer des risques pour la santé est très mince, c'est très minime. Fait que c'est vrai que chez l'homme, on considère habituellement que 2 consommations. Là, faites attention, quand on parle de 2 consommations, ce n'est pas un verre de vin soda, là, en fait, qui est plein jusqu'au bord. Généralement, le verre de vin soda plein jusqu'au bord, il y en a 4 dedans. Fait que, on parle habituellement de 2 consommations ou 3 pour les hommes, puis de 1 consommation ou 2 pour les femmes. Et ça, pas tous les jours. Donc, encore là, on devrait essayer même d'avoir des journées où on ne consomme pas d'alcool. En fait, que pensez-vous du glutathion? C'est glutathion, en fait, hein, le terme, là, si vous avez marqué glutathium. C'est un antioxydant naturel qui est produit, en fait, par nos cellules, pour lesquels il y a des suppléments qui sont vendus qui, honnêtement, c'est n'importe quoi. Donc, les suppléments qui vont stimuler la production de glutathion, honnêtement, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de démonstration très éloquente sur la question de la longévité. La production de glutathion va être stimulée par certaines molécules, comme des molécules qu'on a identifiées qui ont des gros impacts sur la longévité, vont stimuler la production antioxydante naturelle des cellules. C'est le cas aussi pour les polyphénols d'olive en passant, qui vont augmenter naturellement la production de glutathion. Mais les suppléments qui sont le revoilà. Ben beau. C'est beau. On va te laisser continuer tes réponses. Oui, donc désolé, on a eu encore, vous comprendrez que quand l'électricité flash, je perds la connexion Internet pendant 5 minutes. Bon, espérons qu'il n'y aura pas d'autre. Donc, c'est ça que je vous disais, oui. En fait, faites attention à ce que vous allez voir sur les molécules, les produits qui pourraient avoir des impacts sur le vieillissement. Là. Sachez une chose, on a fait 40 000 essais, plus de 40 000 essais avec l'Université Concordia. La grande majorité des choses qu'on a testées ne fonctionnent pas, y compris des choses qu'on disait, en fait, qui fonctionnaient, qui avaient un certain support scientifique, comme le cas de la rhodiole, entre autres, qui est une plante, en fait, qui nous vient de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, qui n'a pas eu d'impact en tant que tel sur la longévité des modèles que nous, on a utilisés. Donc, si on reprend avec les questions, merci pour les commentaires. Attendez un instant. Il y a beaucoup de commentaires très positifs, effectivement. La question du chocolat, si vous voulez qu'on en parle, justement. Écoutez, les molécules qu'on a découvertes avec l'Université Concordia viennent tous de la famille des polyphénols. C'est tous des polyphénols. Les polyphénols, en tant que tels, c'est plus de 10 000 composés. Donc, ce n'est pas tous les polyphénols non plus qui vont avoir des bénéfices santé aussi importants ou des impacts en tant que tels sur le vieillissement. Il y en a qui sont documentés, entre autres, qui nous viennent du café ou du thé. Donc, tout type de thé, c'est terriblement bon, effectivement, pour la santé, même le café. La question du café, c'est juste de faire attention à s'il y a des gens qui ont une grande propension à faire du stress, de l'anxiété ou de la pression artérielle.
ben là, il faut faire attention à la consommation de café. Mais pour toutes les autres, le café est très, très bénéfique pour la santé, y compris pour réduire les risques même de dégénérescence nerveuse, dû à sa grande quantité, justement, aussi de polyphénol. C'est une boisson très riche en polyphénol. Donc, le chocolat noir aussi, c'est une très bonne idée, mais je vous dirais que 70 c'est encore assez faible, même en cacao. Vous avez encore une assez grosse quantité de sucre à l'intérieur. Ça fait qu'essayer de prendre c'est aussi. C'est une bonne idée de prendre du chocolat noir, en fait, pour deux raisons. D'un, c'est bénéfique pour la santé. De deux, ça peut vous donner une petite gâterie pour essayer de casser votre habitude d'avoir à manger du dessert à la fin du repas. C'est biologique, en passant, le réflexe, non, aussi, d'avoir tendance à la dent sucrée à la fin du repas. Là. C'est intéressant de se trouver des façons, soit en mangeant des petits fruits, ça peut être une bonne idée. Le chocolat noir est une bonne idée, justement, ça va vous aider à couper la question de la dent sucrée. Si vous voulez un bon conseil, mettez-le autour d'une amande, c'est encore mieux. Parce que les amandes, les noix sont très, très bénéfiques sur la santé. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais une poignée de noix tous les jours, ça augmente de 5 ans la longévité moyenne, tout type de mortalité confondue. Ça a un gros, gros impact en santé humaine. La raison exacte, on ne la sait pas en tant que telle. C'est probablement relié à l'apport en fibres, puis l'apport en un paquet de minéraux, en fait, puis de vitamines qu'on va retrouver à l'intérieur des noix, dont des vitamines du groupe B, mais les minéraux aussi au niveau du magnésium, le zinc, le potassium. Donc, les noix sont riches en différents types de minéraux. Est-ce que vous avez d'autres questions en particulier? Il y avait une question sur le régime méditerranéen. Point d'interrogation, savoir si probablement votre opinion là-dessus. Oui, puis on a un point sur la caféine en tant que telle. La caféine tout seul, de la prendre dans le café, c'est une bonne idée. Le café décaféiné, il faut savoir que la caféine est une molécule polaire. Quand on enlève la caféine, on enlève aussi tout un paquet de polyphénol. C'est que techniquement, malheureusement, le café décaféiné va être moins bon pour la santé que le café caféiné en tant que tel. Fait que bon, si vous n'avez pas le choix, c'est une alternative. Ou si vous voulez un café après 3 heures de l'après-midi, vous ne voulez pas qu'il nuise à vos problèmes de sommeil, j'en prends moi aussi du café décaféiné à l'occasion parce que j'adore le café. Puis je fais attention justement à ne pas en prendre dans la fin de journée parce que ça nuit à mon sommeil en tant que tel. Fait que bon, c'est une façon de faire la part des choses. Tu avais mentionné, Hélène, la diète méditerranéenne. Ah, écoutez, c'est excellent. Honnêtement, c'est la diète qui a le plus de démonstrations pour ses bénéfices santé. Fait que, il faut tendre à la diète méditerranéenne. Un élément important dans la diète méditerranéenne, c'est l'apport, entre autres, aussi en huile d'olive de qualité. Parce que les polyphénols d'olive ont un gros, gros impact en santé humaine. Puis, entre autres, c'est des agents gérosuppresseurs, les polyphénols d'olive en question. Fait que l'huile d'olive la plus riche en polyphénols, en passant, c'est elle que le goût âcre le plus prononcé. Ça va être une huile relativement foncée. Fait que quand vous voyez des huiles d'olive qui goûtent fort, l'huile d'olive, c'est parce qu'ils sont plus riches en polyphénols. C'est une bonne façon, en fait, de les reconnaître. Je vois une question ici. Là. Nous avons lu dernièrement un livre du docteur Stephen R. Gundry expliquant l'importance de la santé intestinale sur la santé en général et le processus de vieillissement. Notamment, plusieurs grains entiers semblent néfastes. Qu'en pensez-vous? Oui. En fait, moi, je fais tout le temps attention aux gens qui essaient de démoniser des facettes en question. C'est que souvent, ça ne s'appliquera pas à tout le monde. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent être sensibles à certains types de grains entiers, des gens qui peuvent être sensibles, par exemple, au gluten. Ça existe, en fait, la sensibilité au gluten. Il y en a que la sensibilité au gluten va venir tout simplement d'une mauvaise alimentation aussi. Si on améliore leur alimentation, ils vont perdre la sensibilité au gluten parce qu'ils vont améliorer en même temps le microbiote intestinal. C'est vrai que le microbiote intestinal est très, très important en santé humaine, en fait, parce qu'entre autres, ça va réduire les processus inflammatoires qui, eux autres, ont tout un paquet d'impacts, autant au niveau de la douleur, des problèmes d'articulation que la dégénérescence nerveuse. C'est juste que, personnellement, je fais attention à démoniser nécessairement certains types de grains. Il y en a qui trouvent ça bien élégant. Moi, je ne suis pas d'avis tant que ça. Je crois quand même que les grains entiers, avant tout, il faut en manger. De là à avoir peur nécessairement de manger certains types de grains, c'est peut-être possible au fil des années qu'on finisse par se rendre compte que oui, il y en a qui sont moins bons que les autres, mais avant tout, c'est de réduire l'apport en glucides raffinés. C'est là l'objectif. Avant de se concentrer sur la question des grains, de tout type de glucides raffinés, en fait, il faut baisser la consommation. OK. Je vois aussi commentaire, la majorité des maladies étant reliées à l'inflammation, quelles sont les solutions pour l'éviter?
Oui, c'est compliqué. Parce qu'en fait, il y avait un commentaire justement au niveau d'une tisane au curcuma parce que c'est anti-inflammatoire. En fait, il faut savoir que les doses de curcuma bénéfiques pour la santé là, sont généralement de l'ordre de 2 grammes par jour. Dans une tisane au curcuma, ça va goûter le curcuma, il n'y en aura pas assez pour atteindre les niveaux nécessaires. Il y en a d'autres, en fait, des processus anti-inflammatoires, tels qu'à moi, qui sont plus importants que ça, dont l'apport en oméga 3. Si la question des oméga 3 vous intéresse, justement, là, il y en a. J'ai donné une conférence dernièrement sur le sujet, mais le 16 mars, ça s'en vient le 16 mars, je vais donner une conférence justement pour une association qui a décidé de l'offrir à toute la population sur l'alimentation de longévité et anti-inflammatoire. Je vais parler de l'ensemble des facettes, mais techniquement, les régimes anti-inflammatoires, c'est des régimes tout simplement bénéfiques pour la santé, puisque quand on regarde ce qui est pro-inflammatoire, c'est les affaires qu'on vous dit de ne pas manger. Donc, entre autres, en fait, le fast-food, les éléments frits, tout le sucre, de baisser le sucre, en fait, en tant que tel. Fait que les oméga 3 sont très, très importants. Puis là, je vous dirais que techniquement, pour avoir des niveaux d'oméga 3 assez élevés, on devrait manger des poissons gras 3 ou 4 fois par semaine. C'est beaucoup. En fait, il y a très peu de gens qui vont en manger suffisamment. C'est pour ça que dans les oméga 3, ça peut faire du sens, justement, entre autres, pour réduire les processus inflammatoires, de prendre des suppléments. Le régime cétogène est très, très intéressant. En fait, c'est que deux choses. C'est que quand on fait le régime cétogène, automatiquement, on va couper toutes les sources de glucides. Fait que sans nécessairement être cétogène, on peut aussi déjà avoir une diète beaucoup moins riche en glucides. Ça va déjà avoir un effet bénéfique. La diète cétogène en tant que telle, moi, j'aurais tendance à la recommander, surtout pour les gens qui ont des problèmes métaboliques, qui veulent perdre du poids, parce que c'est vrai que ça peut être très efficace, mais il faut très bien le faire. Il faut être bien encadré. Et encore là, je pense que je vous l'ai mentionné tout à l'heure, le 5 avril, on a Dino Alicas qui va donner en fait une conférence, tout ce qu'il faut savoir sur la diète cétogène. C'est vraiment un expert dans le domaine, ça va être vraiment très, très intéressant. Ça fait qu'encore là, il faut faire attention parce qu'il y en a qui vont en comprendre qu'ils peuvent manger du bacon tant qu'ils veulent. Ce n'est pas une très, très bonne idée, non. C'est un aliment frit, en fait, le bacon. Fait que c'est pas une très bonne idée. Ça prend quand même des bons gras, en fait, dans l'alimentation pour se mettre à la diète cétogène. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir de la difficulté à l'appliquer et qui vont se ramasser avec une diète très débalancée. Mais grosso modo, ce qui est très bénéfique à garder à l'esprit, c'est encore de baisser la question des glucides le plus possible. Puis les glucides, là, pain, pâtes, patates, là, la grande majorité de votre alimentation, l'apport en glucides vient de là. Il faut essayer de réduire ces éléments-là le plus possible. OK, je vais y aller avec un dernier commentaire, une dernière question. Est-ce que l'Ozempic est bon pour diminuer la sensation de faim et contrôler la glycémie? Malheureusement, j'en ai aucune idée. Je suis docteur en biologie, je ne suis pas médecin en passant. Parce qu'il y a quelqu'un qui mentionnait qu'il aimerait avoir l'opinion d'un médecin sur l'Ozempic. Puis, techniquement, si vous voulez prendre quelque chose pour la glycémie, puis l'appétit ou le poids corporel, je vous déconseillerais de prendre des médicaments. Ce qui, normalement, fait perdre du poids sans faire d'effort, c'est ce qui vous rend malade. Hein. La cigarette faisait perdre du poids. Puis, au début des années 1900, il y a eu beaucoup de médicaments, il y a eu beaucoup de médecins même qui ont prescrit de la cigarette pour perdre du poids. C'est épouvantable, en fait, quand on y pense aujourd'hui. Et ceci dit, on ne devrait pas chercher une solution du côté de la médication pour la question du poids corporel. Si vous voulez quelque chose de facile à mettre en application, qui est beaucoup plus facile à mettre en application même que la diète cétogène, c'est le jeûne intermittent que je vous ai mentionné tout à l'heure. Parce que techniquement, le jeûne intermittent va réduire l'apport calorique, mais il faut quand même avoir une bonne alimentation. Il ne faut pas s'en servir non plus pour compenser une mauvaise alimentation. Donc, une journée, on va manger au buffet, on se bourre la face, puis le lendemain, on fait le jeûne. Ce n'est pas là qu'on va faire un gain intéressant. Donc, il faut quand même déjà, avant tout, avoir une bonne alimentation. Par la suite, de considérer de manger sur la période de temps la plus courte possible dans la journée. Ça va déjà avoir un impact aussi sur le contrôle de votre poids corporel, même si vous ne faites pas attention à la quantité que vous mangez en tant que tel. Si vous mangez bien, vous mangez à votre faim, sur la période la plus courte possible dans la journée, vous allez déjà normalement améliorer votre contrôle du poids corporel. Donc, à moi, c'est la meilleure des avenues. Parfait. On demande aussi pour s'inscrire à vos prochaines conférences, j'imagine, c'est par votre site Internet. Oui, effectivement. Bien, vous pouvez m'écrire parce que comme celle sur les oméga 3, on l'a fait dans une minute, c'était quoi la date? Elle est passée déjà, on l'a fait, celle des oméga 3, mais elle est disponible sur la chaîne YouTube de Vitali.
je ne sais pas si vous connaissez bien YouTube, là, mais si vous tapez Vitoli, vous allez avoir tout un paquet de contenu, là, dont la conférence sur les oméga-3. Dans les conférences qui s'en viennent, comme celle du 16 mars ou celle du 5 avril, elles sont sur mon site Internet. Vous avez vu tantôt mon site Internet à esimard.com. Regardez l'onglet conférences, descendez, vous allez voir les prochaines conférences avec les titres et les descriptifs. Vous pouvez cliquer, en fait, puis vous inscrire à celui que vous voulez. Et celles qui sont sur mon site Internet sont toutes gratuites. Hein? Excellent, excellent, parfait. Alors, je vois une dame qui a la main levée. Madame Gauthier, vous êtes chanceuse que je vous vois. Alors, on vous donne quelques secondes pour votre question. Oui, bonjour. Je suis contente d'entendre, de vous connaître maintenant. Je voulais savoir quel est votre avis. En 2006, j'ai acheté ce livre-là du docteur Sears, qui est un chercheur au MIT, et dont le titre, c'est le régime anti-inflammatoire. Et il a plusieurs autres livres aussi. Ce sont les livres, moi, que j'ai lus et que je mets en pratique. Et aussi, je mets en pratique le jeûne intermittent. Alors, je déjeune bien, je ne dîne jamais et je soupe légèrement. Mais vous déjeunez, vous ne dînez pas. En fait, techniquement, vous êtes mieux d'essayer de faire le contraire. C'est la période de temps sans manger qui est le plus important, et non pas le fait de sauter un repas. Quand vous sautez le dîner, en fait, vous êtes juste une période d'à peu près 10-12 heures ou 10 heures, en fait, là, puis y compris 10-12 heures la nuit. Le plus important, c'est d'atteindre 16 ou 18 heures. La meilleure façon de le faire, c'est de soit sauter le déjeuner ou soit sauter le souper. Il y en a qui vont être plus à l'aise à sauter le souper qu'à sauter le déjeuner. C'est une question de choix personnel. Pour les livres en question, je ne connais pas ceux-là en particulier. Puis honnêtement, en fait, je ne lis pas beaucoup de livres de ce type-là, parce que moi, je regarde passer les études publiées, les études scientifiques. Mais forcément que ça doit être intéressant. Honnêtement, la question du régime anti-inflammatoire l'inflammation est vraiment un très gros impact au niveau de la santé. C'est vraiment une cible à garder à l'esprit, en fait, de baisser tous les processus inflammatoires. Je vous dirais que dernièrement, il y a eu cette année, il vient d'avoir une étude de publiée qui montrait, dans laquelle ils ont classé, si on veut, les types d'alimentation par rapport à l'impact sur l'inflammation, puis montrant une réduction d'un facteur 3 des risques de développer de la dégénérescence nerveuse ou de l'Alzheimer, dû à une alimentation, en fait, qui est moins pro-inflammatoire. Puis ça va être vrai aussi pour des bénéfices même qui vont s'appliquer à la santé cardiovasculaire ou encore même à l'incidence du cancer. Ça a quand même beaucoup d'impact. Mais la majorité des recommandations, c'est tout simplement des recommandations en ligne avec la saine alimentation. Puis l'activité physique aussi va baisser les processus inflammatoires en passant. La qualité du sommeil. Et c'est moi qui prends des tisanes au curcuma tous les jours. Ce n'est pas nécessairement mauvais en passant, c'est juste que je doute que la quantité de curcuma là, soit suffisante pour que nécessairement ça ait un gros impact anti-inflammatoire. Merci beaucoup. On va mettre fin à la période de questions et je vais passer la parole à M. André Lecomte, second vice-président de la table de concertation, pour dire le mot de la fin. À vous, M. Lecomte. Alors, merci beaucoup, Hélène. J'ai l'agréable tâche de remercier notre conférencier. Alors, les commentaires que je peux faire à ce moment-ci, c'est que je constate que votre conférence a une approche globale. Vous traitez des aspects biologiques, bien entendu, autant des aspects sociaux, physiques, alimentation, et tout ça basé sur des recherches scientifiques. De façon plus concrète, ce qui m'impressionne aussi, ce sont les fameux 10 commandements de la longévité, des choses très concrètes qu'on peut mettre en application. Je peux, au nom de la table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie, je vous remercie très sincèrement de votre conférence, de la qualité de vos propos, ainsi que une bonne façon de l'évaluer aussi, c'est de voir la grande quantité de commentaires qui ont été formulés et la très, très, très grande majorité, très, très positif. Alors, je ne veux pas reprendre la conférence non plus. Donc, merci beaucoup, M. Simard, et à bientôt, possiblement.
C'est un grand plaisir. Merci à vous tous. En fait, et faites attention à vous, bien sûr, en espérant que ça puisse vous être utile. C'est toujours un grand plaisir pour moi. Merci. Parfait. Ben, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été présents aujourd'hui. C'est très apprécié. Alors, on vous libère. Vous pourrez aller dîner pour ceux qui dînent. Ah oui. Alors, merci beaucoup. Merci de votre présence.